Cette semaine encore, l'Afrique avance sur une ligne de crête, comme d'habitude d'ailleurs, c'est très fréquent maintenant. Tensions politiques et jeux d'influence internationaux. À Lomé, par exemple, le médiateur de l'Union africaine, le président Faure Gnassingbé, rappelle à une évidence trop souvent oubliée, la paix ne se signe pas seulement dans les salons diplomatiques, elle se vit dans le quotidien des populations, dans la sécurité, l'école, les soins et la confiance retrouvée surtout. Pendant ce temps, en Ouganda, des propos glaçants tenus par le fils du président Museveni ravivent les inquiétudes autour du climat politique qui règne. Entre diplomatie africaine concurrencée par Washington et Doha, mémoire et résilience en Sierra Leone, retour de Donald Trump sur la scène internationale et ses répercussions pour le continent africain, prédation des ressources marines, défis énergétiques, argent et politique surtout, sans oublier promesse du gaz ouest-africain, le débrief Afrique, c'est maintenant. Bonjour et bienvenue. Pour passer au crible les actualités qui ont retenu notre attention cette semaine, je reçois sur le plateau de Midi 1 TV Pierre-Alexandre Kazadi, qui est responsable développement commercial chez CNH, région MEA, donc Middle East Africa. Elhadj Mamadou Gueye, journaliste à l'Économiste, également via Zoom depuis Bruxelles. Nous avons l'honneur de recevoir Henri Nzouzi, qui est analyste géopolitique et producteur de JT diplomatique. Nous fait honneur aussi, en tout cas, de prendre part à nos échanges. Bonsoir Mamadou Gueye. Bonsoir. 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 Pierre-Alexandre. Bonsoir depuis Bruxelles aussi, Henri Nzouzi. Bonsoir, merci de m'accueillir. Ok, sans plus tarder, donc, rentrons dans le vif du sujet. Là, on se rend tout de suite au Togo, à Lomé, où le président Faure Gnassingbé, qui a tenu une réunion de haut niveau consacrée à la cohérence justement de la consolidation du processus de paix en RDC, donc en République démocratique du Congo, et globalement dans les régions du Grand Lac, des travaux présidés par le président togolais, je disais, voilà, qui dit que, je cite, « Derrière nos cadres, nos textes et nos mécanismes, il y a des femmes, des hommes et des enfants, des communautés déplacées, privées de sécurité, de soins, d'école et de perspectives. La paix ne se mesure pas uniquement à la signature d'accords, ni à la tenue de réunions. Elle se mesure à la sécurité retrouvée, à l'accès aux services essentiels et au retour progressif, surtout, de la confiance dans la vie quotidienne. » Première question, peut-être depuis Bruxelles d'abord, pour lancer le débat. Selon vous, cette déclaration, quels critères concrets permettent-ils réellement d'évaluer la paix au-delà des accords officiels dont il parle ? Lorsque l'État est en capacité de mener tout simplement, ou en tout cas de remplir ses missions dites régaliennes. La confiance se construit à l'aune de ce que l'État est en capacité de faire pour ses populations. Une population qui peut se soigner, qui peut envoyer ses enfants à l'école, qui peut bénéficier des soins de base, ou en tout cas à toute une série de, je dirais, choses qui sont tout à fait conformes à la vie et qui sont d'une normalité sous d'autres horizons, fait qu'effectivement, la population peut avoir le sentiment qu'elle est prise en charge et que par conséquent, l'État prend véritablement ses responsabilités. Si vous avez une défaillance à ce niveau, eh bien, vous avez effectivement une forme de méfiance et cela, malheureusement, déconstruit le contrat social qui est en capacité de se mettre en place entre l'État et les gouvernés. Et cela peut effectivement affecter les relations et tout simplement mettre en péril la cohésion nationale. Donc, il y a une obligation pour l'État de pouvoir être en capacité de montrer qu'elle a véritablement à cœur d'améliorer les conditions de vie de ses concitoyens. Et cela est d'autant plus important en période de crise qu'il est important effectivement d'envoyer des signaux quant à la capacité de l'État à assumer pleinement ses missions régaliennes. Oui, donc vous dites en clair, si je résume bien sûr votre pensée, vous dites que la prise en compte des besoins quotidiens des populations en tout cas est essentielle pour un retour à une confiance peut-être de ces populations dans le politique. Elhadj Mamadou Gueye. Oui, j'abonde un peu dans le même sens que M. Nzouzi. Pour parvenir à la paix, il faut forcément que les populations aient quand même accès à ces services de base. Et ces services de base qui les garantissent sont les pouvoirs publics, c'est l'État.
Donc, dans une zone où il y a un certain conflit, d'abord, le premier critère, je pense, pour que ces populations-là puissent se sentir en sécurité, c'est de tout faire pour que le cessez-le-feu soit opérationnel. On doit faire taire les armes comme premier critère. Après, quand les populations reviendront, par exemple, sur place, il faut que l'État puisse les accompagner dans tous les domaines, c'est-à-dire l'éducation, la santé, l'alimentation, mais surtout la sécurité. Il faut que cette sécurité-là soit pérenne, parce que si on revient s'installer et derrière, après, il y a encore ce sentiment d'insécurité, finalement, on fait 2 pas en arrière encore. Donc c'est un pas en avant, deux pas en arrière. Ça ne fait pas avancer beaucoup. Monsieur Pierre-Alexandre Kazali, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Ouais. Je vais essayer quand même d'aller un peu plus loin. Allez-y. Premièrement, je pense qu'effectivement, le retour à la sécurité est quand même l'élément le plus important. Ça va passer aussi par le désarmement des différentes milices et faire en sorte que les biens et les services puissent circuler sans risque. Mais après le retour à la sécurité, il y a quand même quelque chose qui est important, c'est la justice pour la réconciliation. Il faut bien sûr que les auteurs d'exactions soient face à la justice, de manière à ce que... leurs actes, quoi. Exactement, ils doivent répondre de leurs actes, ils doivent être jugés par rapport à ça, et c'est cet élément-là qui va déjà commencer à initier un certain retour à la confiance des populations. Ensuite, je pense que l'élément important, ça va être aussi le rétablissement des institutions. Parce qu'on connaît la situation dans cette région-là. Je pense qu'à un moment donné, il faut aussi... de la région des Grands Lacs. Exactement. Et je pense qu'à un moment donné, il faut redonner la légitimité à l'État, au pouvoir exécutif, judiciaire et législatif, ce qui est quand même très important. Derrière ça, je pense qu'à un moment donné, il faudra aussi une certaine inclusion de toutes les parties, parce que, alors là, bien sûr, la question se pose, est-ce que les rebelles sont bien des locaux qui se sont rebellés ou alors des intervenants issus de l'étranger? Peut-être c'est une question, peut-être à Henri Nzouzi depuis Bruxelles, qui connaît bien cette région aussi, parce qu'il est installé aussi en RDC, en République démocratique du Congo. Monsieur Nzouzi, vous nous entendez? Est-ce que ce que dit Pierre-Alexandre vous parle? Est-ce que c'est des éléments locaux? C'est fondamental. Ouais. Bien sûr, c'est fondamental parce que nous sommes là véritablement dans une approche post-conflit où il faut effectivement recréer à la fois la confiance, le contrat social et puis surtout jeter les bases d'un développement durable à l'aune, bien évidemment, des conséquences dévastatrices du conflit. Parce que finalement, il va falloir repartir sur des bases nouvelles, avec parfois des acteurs qui ne se sont jamais véritablement entendus, ou avec des partis qui considèrent qu'il faut d'abord vider le contentieux. Et ce contentieux ne peut être vidé que dans le cadre d'un processus de réconciliation, dans un processus de réparation, car on a trop souvent tendance à oublier cette absence de dédommagement, d'indemnisation. Il faut véritablement recréer la confiance et donner véritablement le sentiment que l'impunité ne sera pas, en tout cas n'aura pas droit de cité dans une approche post-conflit. Tout à fait. D'ailleurs, abondant dans le même sens, le directeur exécutif de Bouteli, c'est une institution congolaise de RDC, justement, qui dit il s'appelle Fred Beaumont, dans une interview accordée à notre confrère Patient Ligodi de RFI, correspondant sur place, il dit ce que suit, je le cite: « Ce qui fait de Washington et de Doha des processus plutôt viables, c'est que Washington, aussi bien que Doha, ont des leviers, bien sûr, qu'ils soient financiers, politiques ou peut-être même sécuritaires, sur les acteurs ou sur les 3 acteurs, si on prend le M23, qui est le cœur du problème, séparément du Rwanda. Et je pense, dit-il, que le processus africain gagnerait à capitaliser sur l'action des autres acteurs qui ont d'autres leviers. » Ça veut dire que, est-ce que ceux qui négocient, encore à vous, M. Nzouzi, ceux qui négocient actuellement n'ont pas les clés en main pour pouvoir avancer dans ce dossier qui dure depuis quelques décennies maintenant? On va dire qu'il y a plusieurs paramètres qui entrent en ligne de jeu. D'abord, il y a la crédibilité de la médiation. Si la médiation a la capacité d'influer sur les acteurs pour leur mettre la pression, pour éventuellement les amener à faire davantage de concessions, là, nous avons plus de chances, effectivement, d'aboutir à une solution dite
acceptable. Mais si, dans le cas d'espèce, il y a éventuellement une forme de tolérance ou de laxisme à l'égard d'un comportement qui ne respecte pas la lettre et l'esprit des accords, là, nous avons un autre problème. Mais ce qui est vrai, c'est que si la médiation peut, d'une manière ou d'une autre, amadouer les parties pour qu'elles puissent avancer très concrètement, pour pouvoir montrer qu'il y a une vraie volonté d'aboutir, alors là, je dirais que les choses sont beaucoup, beaucoup plus simples. Mais si jamais il y a, on va dire, un intérêt direct ou indirect de la partie médiatrice pour parvenir, je dirais, à un accord, on peut effectivement se poser la question de savoir si nous avons là effectivement des conditions suffisamment, je dirais, réunies pour rendre un accord éventuellement de paix pérenne et par-delà favorable, en tout cas à l'intérêt bien compris des Congolais, puisqu'il s'agit de ce cas d'espèce. Absolument, parce que de toute façon, il y a tellement d'acteurs qui interviennent dans cette région, finalement, on s'y perd. Et là, je pense que dans le même sens aussi, aujourd'hui... Parce que la question qu'on pose, c'est qui détient vraiment les leviers de la paix. Je pense que c'est d'abord les principaux acteurs qui sont opposés. Ce n'est pas les acteurs étrangers, comme j'ai souvent l'habitude de le dire. Ce n'est pas Washington, ce n'est pas Doha. C'est d'abord les acteurs au niveau de la RDC, c'est d'abord le M23 et le Rwanda. Donc c'est les trois acteurs. C'est les trois protagonistes principaux qui vont devoir savoir qu'on a besoin de paix après des décennies de conflit. Maintenant, Washington ou Doha ne viendront qu'en appui. Il y a des conditions qui ont été préétablies. Il faut respecter ces conditions-là pour que l'accord soit opérationnel. Tout à fait. C'est préalable, quoi. Ouais. Les acteurs internationaux, ils ont des leviers de sanctions aussi. Si un acteur, par exemple, impliqué dans un conflit, n'accepte pas qu'on avance dans le bon sens, mais qu'est-ce qui empêche à ces acteurs internationaux-là de prendre des sanctions ou bien en tout cas de prendre des mesures qui montreront clairement que eux, ils veulent avancer, mais si on ne veut pas les accompagner, on les laisse de côté ou bien on avance nous-mêmes. Ouais. Mais seulement, on peut aussi se poser la question, je viens vers vous, là, M. Kazadi, de savoir comment est-ce que les initiatives africaines pourraient aussi tirer profit de ce qui se passe déjà, ce qui est déjà fait par Washington et Doha, parce que c'est intéressant quand même, on ne peut pas jeter le bébé à l'eau du bain, quoi, je crois. C'est vrai. Bah, écoutez, moi, je pense qu'on vit dans un monde où il faut jouer le jeu du capitalisme, tout simplement. Et parce que ce qu'on sait, c'est que c'est une région qui est hyper stratégique pour les Américains. Et donc les Américains, finalement, et pas que, c'est vrai, mais aujourd'hui, vu les ressources qui sont exploitées dans cette région, qui sont nécessaires à la technologie, notamment à l'IA, les deux plus gros acteurs aujourd'hui sont les Américains et les Chinois. Tout à fait. Donc aujourd'hui, Wall Street, dépend énormément des résultats des entreprises de la tech. Donc je pense que ceux-là ont un rôle à jouer et au final, à partir du moment où on joue le rôle du capitalisme, on peut peut-être réussir à tirer notre épingle du jeu. Et pour ce faire, il faut mettre en avant nos intérêts, mais aussi mettre en avant les intérêts des Américains. Vous avez intérêt à être dans cette région. N'oubliez pas que nous avons la capacité de vous mettre en concurrence avec d'autres puissances. Et ce que nous voulons en échange, bien sûr, c'est un développement et une relance économique, ce qui est quand même le dernier élément qui va permettre de rétablir la confiance des populations, ce qui va permettre aussi au gouvernement et aux populations locales de se réarmer économiquement pour avoir certains leviers dans la négociation. Et pourquoi pas, à un moment donné, chercher aussi, toujours dans le contexte de mettre les différentes parties en concurrence, pourquoi ne pas intégrer aussi des acteurs africains ? Parce qu'au final, on parle quand même d'activités minières. Bon, l'Afrique du Sud, dans une certaine mesure, est un pays minier. Le Maroc a une filière mine et carrière, donc pourquoi ne pas faire venir plus de protagonistes à table ? Parce que la question qu'il y a derrière, c'est on veut la paix, c'est vrai, mais est-ce qu'on est prêt à sacrifier la souveraineté pour cette paix-là ? Bon, ça c'est la grande question, on va avancer pour le moment. Nous allons en Ouganda, qui n'est pas loin de là, où les propos quand même glaçants tenus par le fils du président de la République, il s'appelle Muhoozi Kainerugaba, je crois, si je n'ai pas écorché son nom, sur la suite de la réélection de son père, l'ex-guerriero âgé de 81 ans aujourd'hui, Yoweri Museveni, pour un 7e mandat consécutif. Sur les réseaux sociaux, le fils du président dit ceci, je le cite, « Nous avons tué 22 terroristes de la NUP, donc c'est la plateforme d'unité nationale, le parti de Bobi Wine, l'opposant de son père.
je prie pour que Kabobi, donc le surnom qu'il lui donne, soit le 23e terroriste tué, donc la 23e victime. C'est quand même dur comme message, non, M. Nzozi? Écoutez, moi, ce qui me paraît quand même extraordinaire ici, c'est qu'on voit que ce discours, en fait, ne relève même plus, en fait, du processus éventuellement démocratique apaisant, mais plutôt... Là, on est loin de ces canaux-là. On est loin de ça. C'est une stratégie où l'opposition politique devient une cible à éliminer. Lorsque vous assimilez votre opposition à un mouvement terroriste, là, nous avons véritablement un problème. Cela veut dire tout simplement que vous mettez en péril à la fois la paix civile, la cohésion nationale, et que vous désignez à la vindicte, je ne dirais pas populaire, mais en tout cas, vous ciblez ceux que vous considérez à tort ou à raison comme étant des ennemis de la République. Et ça finit par justifier un peu tout et n'importe quoi. Donc, il faut faire très attention parce que cela ne doit en aucun cas justifier des actions répressives qui donnent finalement l'illusion d'agir pour la stabilité du pays. Donc, là encore, je pense qu'il va falloir, je dirais, prendre la pleine mesure de ce qui est en train de se passer véritablement. Et dans un pays où vous avez pour un 7e mandat consécutif un président qui a bien évidemment, dans un souci de népotisme, placé pratiquement toute sa famille à tous les leviers du pouvoir, là, véritablement, nous avons un sérieux problème. Et je ne sais pas de quelle manière nous pourrions en sortir. Oui, mais ce n'est pas un hasard aussi quand on sait que le fils en question, le fils du président lui-même, il est chef de l'armée ougandaise. Donc, je pense qu'il a plein pouvoir aussi de manipuler ou d'utiliser en tout cas la force armée de ce pays-là. Ben, c'est bien ça le problème. Monsieur Kazadi, pardon. Je disais que c'était bien ça le problème, parce que le problème est là. Qu'est-ce qui se passe quand le chef des armées, qui est à la fois le fils du président, décide d'accuser l'opposition de terrorisme? Donc déjà, de un, il y a un problème de neutralité de l'armée. Il y a un risque vis-à-vis du débat politique et du multipartisme. Et finalement, alors ça, j'en sais quelque chose, je pense que le problème, c'est qu'on risque de passer d'une démocratie à une fusicratie. Et ce qu'il ne faut pas, comme disait notre ami Alpha Blondy, donc ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a quand même des populations au milieu. Donc en tant que civil, moi, ce sont des déclarations qui personnellement me font peur. Et j'espère qu'à un moment donné, les partis feront preuve d'une certaine retenue, parce qu'effectivement, le risque là, il y a un risque pour la démocratie, très clairement. Oui. Très clairement. Est-ce que El Hadj Momodu Gueye, est-ce que vous pensez que le leader de l'opposition, en tout cas ougandaise, Bobi Wine en l'occurrence, pensez qu'il risque sa vie? Bien sûr, il risque sa vie, parce qu'on surnomme le fils de Museveni le Trump de l'Afrique. Parce que c'est quelqu'un qui est fasciné par les régimes autoritaires, par les régimes dictatoriaux. Il a été biberonné à ça aussi. Et, oui, donc forcément, quand quelqu'un comme ça vous menace directement, ça fait peur, Parce qu'il a en tout cas tous les pouvoirs qu'il faut. Quand dans nos pays africains, on sait tous que quand on dirige l'armée, forcément, on suscite une certaine crainte au niveau des populations surtout, mais aussi au niveau des acteurs politiques. Donc, quand on est désigné comme ça, comme une tête à abattre, vous m'excusez du terme, ça fait vraiment peur. Donc, la vie de Bobi Wine est en danger en Ouganda. Monsieur Nzozi, vous connaissez bien cette région aussi des Grands Lacs. Ouganda en fait presque partie, vous connaissez très bien. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce pays où règne quand même depuis... Vous avez rappelé tout à l'heure, c'est le 7e mandat du père du fils, qui a 81 ans aujourd'hui. Est-ce que ce pays, comment on le décrit aujourd'hui ? Écoutez, vous savez, l'Ouganda a eu à un moment donné son utilité vis-à-vis notamment de certaines puissances, notamment occidentales, qui utilisaient ce pays, à l'instar du Rwanda, comme une variable d'ajustement pour contenir éventuellement l'expansion russe ou chinoise. Mais vous avez là un pouvoir qui se maintient dans la terreur, qui alimente précisément ce climat pour dissuader toutes les voix dissidentes de pouvoir s'exprimer, et qui se sert également d'une certaine opposition armée. On pense évidemment aux ADF ex-Nalou, on pense à des seigneurs de guerre comme Kony et compagnie, qui en vérité ne servent que d'alibi pour justifier une répression intérieure. Cela étant, il faut bien reconnaître les choses telles qu'elles sont. Vous avez un pays qui a réussi à se rendre utile, notamment dans certains processus, en donnant par exemple des troupes
dans des missions de maintien de la paix pour essayer de pouvoir parfaire son image à l'international. Mais nous ne sommes pas dupes. On a un double standard, celui qui consiste effectivement à maintenir une population, je dirais, dans la terreur, en, disons, intimidant l'opposition intérieure, et puis sur le plan international, eh bien, on joue au pays tout à fait disposé à discuter, on s'investit dans des groupes comme l'EAC, comme la CIRGL, mais en réalité, ce sont des éléments qui masquent véritablement un problème de gouvernance et qui précisément maintient une population dans la terreur. En tout cas, vous et comme vos confrères, vous le démasquez ce soir. De toute façon, il n'est plus caché. Maintenant, on sait qui est l'Ouganda. En tout cas, vous avez rappelé, c'est très très bien. En tout cas, merci. Remontons le temps pour aller en Sierra Leone, ce petit pays de l'Afrique de l'Ouest aussi, qui a vécu un moment historique lors de sa première journée nationale de souvenirs, parce qu'on se rappelle que la Sierra Leone aussi a traversé des moments très très difficiles en termes de politique interne. Donc, plus de 20 ans après la fin d'une guerre civile dévastatrice, beaucoup de morts, le président Julius Maada Bio, actuellement au pouvoir, a présenté ses excuses officielles à l'État, aux victimes et aux survivants de ces catastrophes. Voilà un passage fort de son message, je le cite. « Si le passé ne peut être effacé, il doit être affronté avec une honnêteté rigoureuse. Je reconnais l'impossibilité de demander aux victimes d'effacer leurs souffrances, les invitant plutôt à trouver, chacun à son rythme, le chemin de la résilience. » El Hadj Mamadou Gueye, qu'est-ce que vous inspire cette invitation plutôt à se ressaisir? C'est un très bon message, je pense, parce que la Sierra Leone, comme vous l'avez dit, a vraiment souffert il y a des décennies, avec une guerre très dévastatrice, comme le Libéria d'ailleurs. C'est deux pays quand même qui ont connu des épisodes très difficiles. Et aujourd'hui, si le président a cette hauteur-là de reconnaître le passé qui n'est pas vraiment glorieux et demande pardon aux victimes, c'est une bonne avancée. Maintenant, comme on l'a dit tout à l'heure, dans ces situations-là où il y avait un conflit et qu'on veut faire la réconciliation nationale, il faut accompagner les populations qui ont été victimes, parce que beaucoup ont perdu des membres de leur famille, beaucoup ont perdu leur activité économique, beaucoup ont eu des handicaps plutôt, à cause de ce conflit-là. Donc ces personnes-là qui ont souffert et qui continuent de souffrir, il faut que l'État les accompagne. On ne doit pas simplement les accompagner à travers les mots, mais à travers des actes très forts qui pourront peut-être un peu atténuer leur souffrance, parce que leur souffrance ne va jamais disparaître. Tout à fait, absolument. Vous avez raison. M. Kazadi, il a dit chacun à son rythme. Ça veut dire quoi? On va procéder au cas par cas? Au cas par cas, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais ce que je peux dire, c'est qu'on est tous des êtres humains. L'être humain est capable de pardon, mais des fois, il lui faut du temps. Et bien entendu, on ne peut pas pardonner quelqu'un qui ne s'excuse pas et qui ne regrette pas. Mais là, il vient de présenter ses excuses. Et je trouve que c'est une très bonne chose, et ça revient justement à la discussion qu'on avait tout à l'heure sur la région des Grands Lacs et le Congo. À un moment donné, il faut que les faits soient démontrés, jugés, pour pouvoir être pardonnés. Et ça va permettre justement de regagner la confiance. Donc je pense que sa démarche est la bonne. S'il faut y aller au cas par cas, allons au cas par cas, parce que de toute façon, il faut regarder ces choses-là dans le temps long. C'est quelque chose qui ne pourra pas être réglé du jour au lendemain. Donc on aura forcément le temps de faire du cas par cas, si c'est nécessaire de le faire, et même si lui n'arrive pas à la fin du projet, ses successeurs devront, j'espère, suivre un processus, quoi. Voilà, c'est un processus qui est long, mais qui est nécessaire pour un retour de la confiance, comme on disait, et puis pour une stabilité à long terme. Tout à fait. Michel Nzouzi, le processus est très long. Est-ce que la reconnaissance, comme il le rappelle le président Bio, honnête du passé, peut-elle aider les victimes à reconstruire leur résilience forcément? Oui, je pense que reconnaître le passé avec honnêteté peut effectivement les aider à se reconstruire, notamment leur résilience, parce que en réalité, on ne le fait pas en effaçant leur souffrance, mais plutôt, je dirais, en leur permettant de leur donner un sens. Parce que finalement, la douleur, aussi intense soit-elle, ne disparaît pas parce qu'on la nomme. Mais
avec le temps, elle cesse véritablement d'être un poids, parce que lorsque les torts sont admis, lorsque les blessures sont reconnues avec, je dirais, honnêteté, sincérité, sans minimiser d'ailleurs la souffrance des uns et des autres, les victimes ne sont plus enfermées, soit dans le déni ou soit dans une sorte d'injustice. Donc, il faut véritablement créer les conditions d'une reconstruction. Cela peut effectivement permettre à ces victimes de se réapproprier, cela peut se faire de manière individuelle ou collective, leur propre histoire, et surtout à transformer une expérience subie en un chemin de reconstruction, parce que finalement, c'est ça qui sera important au bout du chemin. Et si vous ajoutez à cela les processus de réparation, d'indemnisation, un peu à l'image du FONAREV en République démocratique du Congo, le Fonds national de réparation des victimes, des victimes de guerre, de crimes de guerre, etc., vous avez effectivement des dispositifs qui peuvent amener les victimes à pouvoir traverser ce moment de douleur et retrouver le chemin de la sérénité et de la paix. D'ailleurs, vous le dites si bien, parce que quand le président Biot dit reconstruire leur résilience sans effacer leur souffrance, bon, c'est un peu philosophique, mais je pense que c'est un peu dans ce sens-là qu'il appelle aussi à aller vers cette réconciliation du peuple sierra-léonais. Oui, absolument. Et en fait, ce qui est valable pour la Sierra Leone est valable pour d'autres théâtres d'opération. On sait ce qui s'est passé au Libéria, on sait ce qui se passe à l'heure actuelle à l'est de la RDC. Vous avez dans l'Ituri des drames que même, je dirais, la conscience humaine ne peut imaginer. Ce sont des processus longs, mais qui nécessitent véritablement un accompagnement et une véritable prise en compte rationnelle de la réalité. Et si vous voulez intervenir ? Écoutez, moi je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je dirais juste que finalement, ce sont des propos qui sont plus réalistes que philosophiques, hein, parce que certaines blessures ne guérissent pas complètement et laissent des cicatrices, donc ce qui reste, c'est la résilience finalement. Tout à fait. Donc oui, je suis tout à fait d'accord. Absolument, tout à fait. Et si l'une des solutions à tous ces problèmes était l'alerte lancée par Charles Boissel, chercheur à l'International Crisis Group, qui dit en substance, malgré les déclarations souvent positives sur l'évolution du pays, les défis ne manquent pas pour Faustin Archange Touadéra, réélu à la présidentielle de la République centrafricaine pour un troisième mandat. Je cite ce que dit Boissel, une priorité de moyen terme est de mettre sur pied une armée professionnelle, représentative et financée. Charles Boissel, chercheur à l'International Crisis Group. C'est une question que j'ai envie de poser à M. Nzouzi depuis Bruxelles, je rappelle. Quelles réformes institutionnelles et financières sont nécessaires pour construire une armée professionnelle et inclusive à moyen terme dont il parle ? Écoutez, d'abord, sur le plan institutionnel, il s'agit d'abord d'établir des mécanismes de recrutement qui soient à la fois clairs, transparent, parce que vous savez, l'expérience de la RDC, notamment lorsqu'il y a eu la signature de l'accord global et inclusif de 2002 qui a abouti aux accords de Sun City, il y avait le fameux concept de mixage et de brassage qui a causé énormément de dégâts parce que vous aviez une agglomération d'armées, enfin de groupes armés intégrés dans l'armée nationale avec une particularité, c'est que les troupes continuaient à obéir à leurs anciens supérieurs. Donc, même fondus dans une armée beaucoup plus grande, restructurée et intégrée, on avait ce problème. Donc, il faut garantir que, d'autre part, qu'au niveau, en tout cas, de la Centrafrique, puisqu'il s'agit de la Centrafrique, toutes les communautés puissent, par exemple, être, je dirais, représentées pour ne pas créer de frustration et donner l'impression que l'armée est véritablement une chasse gardée pour telle ou telle ethnie. Et puis surtout, dans une armée dite inclusive, vous pouvez créer les conditions de promotion pour les plus méritants, garantir les affectations, promouvoir la formation, tout en faisant en sorte que tout le monde puisse obéir véritablement à des règles qui s'appliquent ou qui s'opposent à tous. C'est ça la clé finalement, pour éviter que l'on ait une armée à plusieurs vitesses, entre guillemets, ou alors vous avez des armées qui potentiellement peuvent véritablement se retrouver dans des situations
de crise, avec des actes de mutinerie, uniquement parce que vous avez une partie des troupes qui ne se reconnaissent pas dans leur commandement. Il faut donc allier à la fois des moyens financiers conséquents, des réformes en profondeur pour pouvoir créer les conditions d'un socle commun, et puis surtout faire en sorte qu'il y ait véritablement une loyauté à toute épreuve de cette même armée vis-à-vis du pouvoir politique, vis-à-vis, je dirais, des civils. Ouais, Elhadji Mamadou Gueye, vous abondez dans le même sens? J'abonde dans le même sens, d'autant plus qu'en Centrafrique, j'ai eu la chance quand même de parler à des confrères, aussi à des gens de l'armée qui sont dans l'armée centrafricaine, qui ont été formés au Sénégal ou ici au Maroc et tout. Et le principal problème de cette armée, c'est que globalement, on a les effectifs. Selon les chiffres officiels, si je ne me trompe pas, c'est 30 000 hommes apparemment. Mais mieux vaut avoir 10 000 hommes bien formés que 30 000 hommes mal formés. Parce que 30 000 hommes mal formés, c'est une bombe à retardement pour les populations civiles. Et comme il l'a dit tout à l'heure, l'armée, quand on la forme, elle doit être inclusive. On ne doit pas exclure une ethnie, une religion ou bien des gens qui appartiennent à une région. Malheureusement, on a vu que dans beaucoup de pays africains, les dissensions qui interviennent au sein de l'armée, c'est en partie à cause de ce genre de problème-là. Donc pour la Centrafrique, il faut repartir sur de bonnes bases, bâtir une armée inclusive, mieux formée et surtout mieux équipée. Parce que le premier rôle des militaires, c'est de protéger le pays en protégeant aussi les populations civiles. Mais cette armée, elle est accusée de quoi? D'exaction, de braquage. Elle n'assure plus son rôle. C'est elle, au contraire, qui constitue même une menace pour ses propres populations. Dans ce cas, on ne peut pas avancer vraiment vers la paix. D'ailleurs, M. Nzouzi parlait justement de cette cohérence dans l'armée pour ne pas avoir justement ces strates qui pourraient poser problème, même vis-à-vis de la sécurité des populations, même du pays. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, M. Kazadi? Écoutez, moi, je suis d'accord avec les propos de mes amis ici présents. Je rajouterais juste un élément pour simplifier, c'est qu'en fait, il faut dépolitiser l'armée. Je pense que c'est le point qui va résumer le problème très clairement. Une fois que l'armée est dépolitisée, le recrutement inclusif, le recrutement basé sur la compétence va couler de source. Par contre, il y a peut-être un élément qu'il faut considérer, c'est pouvoir y opposer un contre-pouvoir à cette armée-là, justement, pour compléter ce que disait mon ami ici présent. Parce que finalement, à partir du moment où une armée a le pouvoir de commettre des exactions, d'abuser de son pouvoir, il faut qu'il y ait une institution qui soit capable de punir et de juger. C'est la seule manière pour que la population ne soit pas en proie à la peur et, encore une fois, continue d'avoir ou alors regagne de la confiance dans les institutions. Alors, est-ce que c'est le pouvoir de la justice? Techniquement, oui. Après, est-ce que... il y a aussi la justice militaire qu'on peut mettre en place. La justice militaire, par exemple, oui. Mais en tout cas, je pense que voilà, dépolitiser la première étape et y opposer un contre-pouvoir est quand même quelque chose de nécessaire pour pouvoir garantir un certain contrôle. Oui, mais on peut aussi penser que ce n'est pas un cas isolé pour la Centrafrique. Ce genre d'armée mal formée, mal considérée, mal payée, et donc qui agit pour son propre intérêt. Je pense que... on en trouve un peu partout. Effectivement. Alors, on a eu le cas, par exemple, en Côte d'Ivoire, où pendant une période, on ne savait pas trop à qui l'armée, de qui les militaires répondaient. Ouais. La situation a fini par s'améliorer avec le temps, mais au début, c'était très difficile de savoir qui était le patron de qui. Donc, oui, ce n'est pas un exemple isolé, et je pense que ça vient du fait que très souvent, pour garantir le maintien du pouvoir, le communautarisme est toujours mis en avant et on préfère recruter donc quelqu'un qui vient du même village pour éviter justement à un moment donné de se voir retirer le pouvoir, finalement. Enfin, je vois ça plutôt comme ça. Oui. Tout à fait. Ouais. Monsieur Nzouzi, depuis Bruxelles encore, est-ce que peut-être l'armée, de par cette guerre autour des ressources naturelles, dans les Grands Lacs, dans la région des Grands Lacs ou ailleurs sur le continent, est-ce qu'il y a des armées aussi qui profitent de ces moments de flottement pour s'enrichir ou pour essayer de s'enrichir pour les autres? Bien sûr, c'est pour cette raison d'ailleurs que le renforcement de la présence de l'État dans les provinces ou dans des zones de non-droit peut jouer un rôle, je dirais, essentiel dans la prévention des conflits. C'est très important,
mais aussi dans l'exploitation illégale des ressources naturelles. Parce que lorsque vous avez une armée qui décide de subvenir elle-même à ses besoins, ça veut dire que la population est en danger. Et effectivement, ce type de situation s'est répété à l'envi dans certaines zones que l'on connaît et qu'on ne va pas citer ici puisqu'on les connaît. Et ça pose véritablement un problème. Il faut donc que l'administration publique d'abord puisse être restaurée dans les zones, je dirais, de non-droit, parce que c'est uniquement cette administration qui sera véritablement en capacité de se déployer avec la police, les services techniques et autres pour prévenir tout risque de conflit et surtout maintenir la paix dans cette zone. Justement, parlant de ressources naturelles, le grand barrage aussi de la Renaissance éthiopienne, projet hydroélectrique phare d'Addis Abeba sur le Nil, continue d'alimenter beaucoup de tensions entre l'Éthiopie et l'Égypte. Alors que l'inauguration est prévue pour septembre prochain, donc 2026, une déclaration du président Donald Trump vient encore relancer tout le débat, toute la controverse autour de ce barrage. Je le cite. Le président américain dit que c'est une chose dangereuse. Ils ont construit un barrage et quelque part, quelqu'un ne reçoit pas de l'eau qu'il est censé recevoir et qu'il reçoit depuis 1 million d'années. Et ça pose un problème d'accès aux ressources. En quoi, ma question c'est à vous, M. Kazadi, en quoi est-ce que la construction de ce barrage peut-elle modifier les équilibres géopolitiques d'abord et les relations entre les pays riverains de ce barrage, en l'occurrence l'Égypte et l'Éthiopie? Écoutez, je pense que dans une certaine mesure, pour répondre à cette question, il faut déjà comprendre à qui profite ce barrage-là. Et alors c'est vrai que depuis les accords coloniaux qui ont été signés notamment avec l'Angleterre, l'Égypte, etc., l'Égypte était la nation qui profitait le plus des eaux du Nil, c'est vrai. Grâce à ça, certaines autres puissances internationales sont venues aussi investir de manière à pouvoir assurer ou garantir, on va dire, leur indépendance alimentaire. Et là, je parle des Émirats. L'avantage qu'a l'Éthiopie dans cette situation, c'est que dans une certaine mesure, l'Égypte donc est propriétaire du lavabo, mais c'est l'Éthiopie qui a la main sur le robinet. Donc, et étant donné que les Émirats, par exemple, ont investi en Égypte au niveau de l'agrobusiness, mais de la même manière qu'ils investissent depuis au moins 15 ans au Soudan pour les mêmes raisons, peut-être qu'à un moment donné, ils se diront, et je pense que c'est déjà le cas, il va falloir qu'on trouve des accords avec l'Éthiopie de manière à être sûr que notre approvisionnement ne sera pas impacté et qu'on puisse garantir aussi que le robinet reste ouvert pour notre sécurité alimentaire. Donc, en ce sens-là, je pense qu'à un moment donné, les partenaires de l'Égypte peuvent aussi devenir les partenaires de l'Éthiopie. Et c'est en ce sens-là que les rapports de puissance géopolitique vont être complètement inversés. Sachant qu'au final, n'oubliez pas qu'au-delà des intérêts des Émirats, il y a aussi les intérêts de différents pays dans la sous-région. Donc là, je parle du Kenya, la Tanzanie, le Botswana et je crois aussi le Mozambique aussi, qui s'attendent aussi à profiter notamment d'une électricité moins chère et qui peut-être quelque part auront aussi un poids dans cette affaire-là. Parce que c'est un barrage hydroélectrique, quand même, il faut le rappeler. Monsieur Nzouzi, justement, quel rôle les États-Unis peuvent-ils jouer dans la médiation de ces différends liés au partage de l'eau dans cette région? Je pense qu'il faut surtout rappeler, avant de répondre à votre question, c'est que, au fond, la construction d'un barrage sur un fleuve transfrontalier peut profondément modifier, je dirais, les équilibres géopolitiques entre pays. Celui qui véritablement contrôle l'eau en amont en fait un instrument de pouvoir et de chantage. Et c'est là précisément où nous avons véritablement les germes du conflit, parce que vous avez les problèmes d'approvisionnement, les problèmes de fourniture d'électricité, cela vient d'être évoqué à juste titre, mais lorsque vous avez le poids d'une médiation, vous venez de citer les États-Unis, il faut d'abord s'intéresser sur la capacité d'influence de cette médiation sur les différents protagonistes. Et ce qui peut fausser le jeu, c'est lorsque la puissance qui se propose d'effectuer la médiation peut trouver un intérêt direct ou indirect pour faire avancer ses pions, pour pouvoir éventuellement contrarier d'autres ambitions venant d'autres
pays qui ont véritablement des velléités dans la région. Cela étant, sans faire de procès d'intention, je pense que les Américains peuvent véritablement user de leur influence parce qu'en règle générale, quand ils s'expriment, on les écoute. Il faudra simplement voir de quelle manière chacune des parties aura à cœur de d'abord préserver ses intérêts bien compris avant de s'engager plus loin. Mais en fin de compte, une solution acceptable par toutes les parties serait une bonne chose parce que cela éviterait évidemment de provoquer un effet contagion aux conséquences incalculables. Absolument. Vous avez résumé la situation, ça c'est sûr. Poursuivons toujours dans la même thématique des ressources, en partant de 2 études qui ont été publiées par la revue Nature, où Frédéric Lemanac détaille les mécanismes par lesquels, cette fois-ci c'est l'Europe, maintient à coup de subvention sa domination sur les eaux africaines, donc encore les cours d'eau et les fleuves, au détriment des écosystèmes marins et des communautés côtières pour en tenir des grandes entreprises tonnières européennes, donc du vieux continent. Et voilà ce qu'il dit en substance par rapport à ça. Il dit « L'argent des contribuables européens finance la destruction de l'écosystème maritime africain ». Je pense que ça, c'est une alerte très puissante. Par quel mécanisme, M. Kazadi, l'argent des contribuables européens contribue-t-il à la destruction des écosystèmes marins africains ? Est-ce qu'il y a un lien tout de suite qu'on peut voir ? Écoutez, le lien que je vois, c'est par rapport aux accords commerciaux déjà qui sont négociés en général par l'Union européenne avec les pays africains de manière à pouvoir exploiter une partie de ces ressources halieutiques. Deuxièmement, ce que je vois aussi, c'est que l'Union européenne a la capacité en général de réguler notamment les techniques qui sont utilisées dans le cadre de la pêche pour éviter d'endommager les fonds marins. Mais quand il s'agit que les flottes de l'Union européenne sont actifs à l'étranger, très souvent, on se rend compte que ces réglementations-là ne sont pas appliquées et on va retrouver des méthodes interdites en Europe, comme par exemple le chalutage, qui vont être appliquées, par exemple, au Sénégal. Oui, parce que là, il s'agit de thon quand même, en général. Ouais. Voilà, et au final, donc filetage, chalutage, ça, ce sont des éléments qui viennent des techniques qui, finalement, sont néfastes pour les fonds marins. Ressources, ouais. Donc, je pense que ce qui veut dire par là, c'est ça, c'est que l'Union européenne paye pour avoir le droit de pêcher. Mais en payant pour avoir le droit de pêcher, elle met en avant donc des flottes qui finalement sont des flottes industrielles, qui s'opposent souvent aux flottes artisanales qu'on a dans nos pays, et qui finalement vont exploiter, voire surexploiter les ressources et utiliser des méthodes qui techniquement ne seraient pas acceptées en Union européenne parce que destructrices. Et en ce sens-là, effectivement, vu qu'il n'y a pas de contrôle non plus souvent, ou alors des contrôles difficiles parce qu'il y a moins de moyens de notre côté, elle contribue finalement à la destruction de ces fonds marins. C'est ce que je vois. C'est une belle vision. Et là, je pense aussi que c'est dans le même sens que... Je tiens juste à préciser que dans son étude, il souligne quelque chose. C'est-à-dire que ces entreprises-là qui sont dans les eaux africaines ne sont pas forcément rentables. Et c'est ça le pire. C'est-à-dire qu'elles font une activité qui permet de nourrir l'Union européenne en présentant tout le temps des bilans négatifs. Donc, comment elles arrivent à maintenir leurs activités? Vous parlez du coût de subvention, justement. Donc, forcément, elles sont subventionnées pour détruire les écosystèmes marins africains. Elles ne payent pas de taxes pour venir prendre les ressources qui permettent aux Africains de se nourrir pour aller nourrir les Européens. Donc, c'est ça le véritable problème. Moi, je voudrais juste rebondir sur une chose en disant que c'est à nous aussi, pays africains, de revoir les accords qu'on signe. C'est-à-dire que je suis d'accord, j'ai des ressources. Je suis d'accord de les vendre, de vendre en tout cas une partie. Mais il faut que, dans nos pays, qu'on puisse avoir ces industries-là qui permettent aussi de créer de l'emploi et de nourrir nos populations. Parce qu'on n'a pas intérêt à avoir des ressources et de nourrir notre continent, détruire notre écosystème marin, et après, on se retrouve avec zéro. C'est pour cela qu'au Sénégal, par exemple, malgré les accords, on les a dénoncés, on les a justement... je pense dernièrement, on avait arrêté les accords pour pouvoir les renégocier. Parce que la renégociation, ça permettra peut-être
de toucher beaucoup plus que ce qu'on touchait avant, et peut-être d'injecter cet argent-là dans l'industrie de la pêche ou l'industrie, je sais pas, de développer, je sais pas, la pêche industrielle, au lieu de continuer le même processus qu'on avait auparavant. Tout à fait. En tout cas, c'est un débat sans fin, je crois, sur la question de la pêche dans nos eaux maritimes et eaux nationales, d'ailleurs, même qu'elles soient internationales. Même les zones nationales déjà posaient problème. Monsieur Nzouzi, sur cette question, j'aimerais avoir votre regard depuis Bruxelles. Quelle responsabilité ou quelle alternative les institutions européennes, là où vous vivez à Bruxelles, ou là où vous êtes en tout cas, pourraient-elles mettre en place pour éviter ces impacts environnementaux, surtout sur ce point précis? C'est tout simplement de réorienter les subventions vers la transition écologique de la pêche. Par exemple, en soutenant des pratiques à faible impact écologique, etc., plutôt que de privilégier les flottes industrielles dont on connaît évidemment le potentiel destructeur. Je pense qu'il faut renforcer la transparence, et c'est la clé selon moi, et peut-être exiger un contrôle beaucoup plus strict des activités pour soutenir davantage, notamment les pays africains, dans la gestion durable de leurs ressources marines. Donc voilà, il n'y a pas de secret. Il faut, à un moment donné, que l'on prenne véritablement ses responsabilités et que l'on envisage de pouvoir contribuer éventuellement à une protection de l'écosystème. Tout à fait. Soufflons maintenant avec cette initiative humanitaire qui nous vient de l'Est du continent. Dans les zones rurales au Kenya, une équipe de motocyclistes, écoutez bien, qualifiée pour aider les femmes enceintes à se rendre plus rapidement dans les cliniques et les hôpitaux. Elles font partie de ce qu'on appelle là-bas des Border Girls. Ces femmes qui se sont mobilisées pour venir en aide à d'autres femmes. Tout est parti d'un constat implacable de cette dame qui s'appelle Nancy Akeya, qui est la PDG de Border Girls, qui dit qu'il existe un fossé en matière de transport et comme nous le savons tous, l'accès au transport est l'un des aspects les plus négligés de la santé et de l'autonomisation économique des femmes, en particulier dans les zones rurales où la distance et le coût constituent des obstacles à l'accès aux soins. Ça, c'est un groupe de femmes qui se mobilisent pour venir en aide à d'autres femmes. Monsieur Kazadi, quelle politique publique prioritaire les gouvernements devraient peut-être mettre en place pour, en tout cas, venir pour donner des solutions à ce genre de problèmes encore qui sont récurrents dans nos continents, dans nos pays, pardon. Alors, mon point de vue. Oui. Alors déjà, le constat, ce qu'il faut savoir, c'est que 70% de la population du Kenya est rurale. Donc, à partir du moment où on adresse ce problème-là, on adresse le gros du problème. Deuxièmement, je pense que ce sont des politiques qu'il ne faut pas essayer de déployer d'un coup au niveau national, mais qu'il faut essayer d'adresser d'un point de vue local ou sous-local, en fonction de la densité de population dans telle ou telle région. Ensuite, avant même de parler de moyens de communication, je pense qu'il faut déjà être sûr d'avoir implanté suffisamment d'hôpitaux et d'écoles dans les environnements stratégiques. Ouais. Ensuite, il faut essayer justement de pouvoir développer les voies de communication donc au niveau local. L'avantage, c'est quoi? C'est qu'on n'est pas obligé de construire des grosses autoroutes ou ce genre d'infrastructures, mais on peut essayer d'avoir des voies communautaires, on va dire à taille humaine. Quoi. Voilà. Un peu comme dans le genre des moto-girls là, qui le font ça. Ça peut résoudre le problème. Alors bien sûr, quand on fait ça, il ne s'agit pas juste de construire des routes, parce qu'un élément qui est aussi important de considérer, c'est qu'à partir du moment où il s'agit des femmes, il y a toujours un problème de sécurité. Une femme qui va prendre par exemple une moto-taxi ou un boda-boda toute seule pour pouvoir se rendre dans tel ou dans tel hôpital, elle a un risque sécuritaire vis-à-vis de la personne qui l'emploie. Et d'ailleurs, c'est un élément qui est souvent mis en avant par les Boda Girls du Kenya. Donc, une fois que les investissements en infrastructure sont faits, donc au niveau des routes, au niveau aussi du matériel sécuritaire sur ces routes-là, donc éclairage, etc.,
à un moment donné, il faut aussi essayer de comprendre dans quelle mesure est-ce qu'on va intégrer la composante féminine dans l'exploitation de ces routes-là. Donc la première chose à faire, je pense que, et là l'État a un rôle à jouer, ça va être de donner peut-être des tarifs préférentiels aux femmes quand il s'agit de payer un ticket de bus, par exemple. D'autre part, c'est aussi un moyen d'intégrer donc ces femmes-là au tissu économique, donc une prestation par les femmes pour les femmes. Je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant. Et pour éviter que ces populations-là soient sous perfusion financière de l'État à long terme, je pense que des partenariats publics-privés comme les Boda Girls sont vraiment une réponse intéressante pour régler ce genre de problème à moyen ou long terme, parce qu'elles permettent aussi une certaine indépendance déjà des populations locales, mais aussi une participation grandissante des femmes aux économies locales. Et à partir de là, je pense que, je pense que ça, c'est un très bon départ. C'est un très, très bon départ. Vous l'avez dit, juste pour finir notre émission, malheureusement, qui arrive à sa fin. M. Nzouzi, juste en 30 secondes, est-ce que ce projet est duplicable dans toutes nos régions ou les régions que vous connaissez, en l'occurrence les Grands Lacs? Oui, parce qu'en fait, si vous soutenez les initiatives locales qui forment et emploient notamment les femmes dans le secteur du transport, avec des programmes de conductrices professionnelles, etc., vous renforcez non seulement leur autonomie économique, puisque vous le savez, le grand dada de nos jours, c'est l'autonomisation de la femme, mais cela améliore également la sécurité et la confiance des utilisatrices. En d'autres termes, vous pouvez effectivement intégrer au niveau gouvernemental des questions de transport dans les politiques de santé publique et faire en sorte que vous avez un dispositif qui se veut à la fois cohérent, protecteur et surtout bénéfique pour la femme et par conséquent pour son épanouissement personnel, ce qui, par voie de conséquence, permet de développer la société. Merci. On arrive vraiment au terme de notre débat. Au fil de ces débats, justement, de ces débats plutôt, je vais dire, parce qu'on a discuté de beaucoup, une constante se dessine, qu'il s'agisse de paix, de démocratie, de mémoire, de ressources naturelles ou d'énergie. Les enjeux africains ne peuvent plus être pensés hors des réalités vécues par les populations. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Par chaque accord, chaque projet, chaque déclaration, il y a des vies, des territoires et des choix politiques lourds de conséquences. Merci à vous tous les trois, à nos experts décodeurs, comme je vous l'appelle ce soir. Monsieur El Hadj Mamadou Gueye de l'Économiste, je vous remercie. Merci. Monsieur Nzouzi, Henri Nzouzi depuis Bruxelles, vous êtes en ligne encore avec nous? Merci. Je suis là. Merci d'avoir accepté déjà notre invitation et votre contribution à ce débat. Merci beaucoup. Pierre-Alexandre Kazadi, je rappelle que vous êtes directeur ou responsable commercial de la région MEA, donc Middle East Afrique, chez CNH. C'est ça. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aussi. Merci. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et vous souhaitons une bonne soirée. À la semaine prochaine.